Bonsoir, salut tout le monde, salut le chat. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis tout seul. Enfin, tout seul, je suis avec vous. Voilà, très content d'être là. J'avais fait une petite erreur sur le titre du stream que j'ai corrigé. Donc normalement, tout est à jour, tout est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? On dirait. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, alors ce soir, comme j'étais tout seul, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite lecture sur le sujet du harcèlement scolaire, qui est un sujet quand même assez important, et des violences entre enfants, qui se trouve dans le dernier livre des éditions Sciences Humaines. Hop, que je vous mets là. Voilà. Et c'est un chapitre que j'ai écrit il y a quelques années maintenant, ça devait être en 2018, et qui a été repris donc dans ce livre. Donc on va pouvoir en discuter. Comme je suis tout seul, l'avantage aussi c'est que les interactions seront beaucoup plus faciles avec vous. Donc n'hésitez pas à participer, à donner votre avis et on discutera ensemble. Bonsoir Claudio MZK. Premier Twitch pour vous, pour toi, je sais pas. Bienvenue. Bienvenue. Donc Twitch, c'est pas très compliqué. Je vois que le chat fonctionne, donc c'est bon. S'il y a des remarques, des choses à dire, voilà, il faut simplement écrire là et je lis en même temps et je réponds aux questions. Donc les autres, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des remarques à faire sur le sujet de ce soir. Faites-le librement, surtout que je pourrais m'interrompre très facilement, comme je suis tout seul. Voilà, alors je vais vous mettre le début de l'article. Hop là. Voilà, donc ça c'était l'article qui était paru dans le magazine il y a maintenant quelques années, vous voyez, mars 2018, donc ça va faire 4 ans déjà. Pour une raison assez indépendante de ma volonté, je ne l'ai pas en entier ici, mais heureusement j'ai tout ici, donc on va pouvoir lire sur le livre. Midi au Québec, dit Alain sur Facebook. Ok, la pause déjeuner, on l'a fait ensemble, c'est super. Bienvenue. Bienvenue à toutes et tous ce soir. Ok, donc j'attaque la lecture et n'hésitez pas à m'interrompre. Je regarde en même temps dans le chat tout ce que vous me direz. Donc voilà, on parle de harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, la première chose à se demander. Bonsoir aux Reds, bonsoir Sylvie qui nous suit sur Facebook également. Donc la première chose à se demander quand on parle d'un sujet, c'est qu'est-ce que c'est que ce sujet, comment on le définit. Vous savez qu'on aime bien faire ça d'ailleurs aussi sur la chaîne en général, quand on reçoit des invités pour parler d'un sujet. Donc le harcèlement scolaire, la définition n'est pas si simple que ça. Je vous lis ce qu'en dit le livre. À l'école ou ailleurs, le harcèlement est un sujet de plus en plus commenté. Médias, parents et personnel de l'éducation nationale s'en inquiètent à juste titre. Environ 10% des élèves de la maternelle au collège sont la cible de harcèlement de la part de leur père. Alors ces chiffres-là, il faut savoir qu'ils varient un peu. Les dernières estimations sont plutôt autour de 6%. Bonsoir Marie-Lise, bienvenue. Donc pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à poser des questions dans le chat pendant qu'on lit cet article sur le harcèlement scolaire. Donc 10% des élèves, même si c'est peut-être un peu surestimé, c'était un peu surestimé à l'époque, même si c'est 6%, voilà, les chiffres restent quand même relativement importants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous-même qui êtes là ce soir en avez été victime ou connaissez des victimes, mais là, c'est vrai qu'on connaît souvent des gens qui sont victimes de harcèlement, des enfants qui sont victimes de harcèlement. Donc insultes, vols de fournitures, surnoms désagréables et bousculades ne sont pas rares en milieu scolaire, en particulier au collège. On y reviendra, mais le collège c'est vraiment l'endroit par excellence où a lieu le harcèlement scolaire. Donc le plus souvent il s'agit d'attaques verbales, 36% des élèves déclarent y avoir été confrontés, contre 20% pour des agressions physiques. Donc voilà, le harcèlement physique est moins important que le harcèlement verbal.
Mais toutes les violences ne relèvent pas du harcèlement. Voilà, c'est là où la définition n'est pas toujours évidente, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la violence pour que ça soit catalogué comme du harcèlement. Donc la définition du phénomène a évolué à la lumière des travaux de ces dernières années. Le ministère de l'Éducation nationale cite deux principaux critères, en tout cas citait à l'époque, mais il me semble que depuis il y en a un nouveau. Donc ces deux critères étaient l'agressivité, donc la violence, que ce soit verbale ou physique, c'est ce qu'on vient de dire, et la répétitivité. Il faut que ça soit répété dans le temps. Pour qu'il y ait harcèlement, voilà, il ne suffit pas d'avoir reçu un coup ou une insulte une journée ou ponctuellement. Il faut que ça soit répété, que ça revienne régulièrement. Voilà. Et le troisième critère, il y avait aussi un critère de relation dominant-dominé qui peut aussi jouer, parce que si on se limite juste à l'agressivité et à la répétitivité, ça pourrait être simplement des bandes d'adolescents qui s'affrontent sans pour autant que ça soit catalogué comme du harcèlement. Si un ado de la bande commence à taper un autre de l'autre bande, et puis qu'après il y a des représailles, et puis qu'il y a des représailles de représailles, voilà, la violence est régulière, est répétée, mais pour autant on ne parle pas de harcèlement, parce qu'il n'y a pas de relation vraiment dominant-dominé, c'est une relation d'égal à égal, une bande contre une autre, et la violence voilà, escalade comme ça, mais c'est pas du harcèlement. Alors après, il y a les psychologues aussi qui ont travaillé dessus. Pour l'Institut psychologique de Palo Alto, spécialiste de la prise en charge du harcèlement par la thérapie brève, les critères de l'éducation nationale ne suffisent pas. Donc voilà, ils complétaient ces deux critères. Donc des agressions répétées peuvent relever de violences entre bandes ou de représailles. Pour qu'il y ait harcèlement, la victime doit aussi être isolée face à ses agresseurs. Alors là, c'est un autre critère. En plus du côté dominant-dominé, il y a l'isolement. L'isolement d'une victime face à ses agresseurs. Quand c'est un affrontement entre bandes, il n'y a pas d'isolement. Alors que le harcèlement, en général, c'est un adolescent isolé, un enfant isolé, face à d'autres qui le harcèlent, qu'ils soient plusieurs ou même un seul, un contre un, ça peut aussi relever du harcèlement. Des psychologues comme Emmanuelle Piquet, qui est une psychologue française, qui est spécialiste de cette question et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le harcèlement scolaire en 100 questions, paru en 2017, parle d'escalade complémentaire. La violence dans la relation augmente à mesure que le harcelé cède le pouvoir au harceleur. La victime est en effet sous l'emprise de son agresseur, incapable de répliquer, ce qui pousse ce dernier à continuer. Plus que la teneur des attaques, c'est la souffrance de la victime qui est retenue comme principal critère de harcèlement. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre avec cette notion d'escalade complémentaire, c'est que la violence croît en fait. Il y a de plus en plus de violence et il y a une sorte d'emprise de l'agresseur sur l'agressé. Parfois l'agressé ose même pas en parler tellement c'est difficile, et tellement il y a aussi une emprise de la personne qui le harcèle. Et donc l'élève, l'enfant harcelé ne dit rien, reste passif aussi, ce qui fait que la personne qui harcèle va aussi augmenter les violences, que ce soit verbales, que ce soit physiques, que ce soit aussi de façon plus répétée, ça peut se rapprocher dans le temps. Mais il y a cette escalade de la violence, voilà, qui débute au moment où le harcèlement commence. Donc comment ça commence? Donc toujours pour cette psychologue, le harcèlement débute souvent par la stigmatisation de l'apparence physique d'un élève ou par son appartenance à un groupe social particulier. La passivité de la victime au moment des agressions donne le signal au harceleur. Les attaques vont se répéter de nombreuses fois. Voilà, des escalades complémentaires ont été observées dès 2 ans. Dès 2 ans, c'est quand même très très tôt. Donc 2 ans, là on parle d'enfants qui sont en crèche. Et donc la psychologue Emmanuelle Piquet, elle remarque que pour ces enfants-là, certains enfants se font continuellement prendre leurs jouets ou leur place au toboggan sans autre stratégie de défense que de pleurer. Donc là, pour elle, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au harcèlement qu'on peut observer plus tard, à l'école, au collège, au lycée, où il y a vraiment une passivité de l'un des enfants face à l'agressivité, à l'agression d'un autre enfant. Aurès qui pose une question, les caractéristiques physiques, c'est être petit, des lunettes. Alors voilà, on va y revenir aussi, mais cette question des caractéristiques physiques, c'est aussi plutôt compliqué, parce que il n'y a pas une caractéristique physique qui fait que vous allez être harcelé. On trouve toujours, quand on veut harceler un autre élève, on trouve toujours un critère. On est petit, on a des lunettes, ouais, ça peut marcher. Ça peut être aussi, on a des cheveux roux, ou ça peut être aussi, on a des cheveux blonds, ou ça peut être aussi, je sais pas,
a des cheveux frisés, ça aussi, ça arrive. Voilà, il y a toutes sortes vraiment de critères qui peuvent être physiques, des cheveux longs. Mais en général, quand un élève veut trouver, un enfant veut trouver quelque chose à dénigrer chez un autre enfant, il trouve toujours quelque chose en fait. Il y a pas grand-chose qui puisse, où un élève pourrait se dire bah, j'ai aucun critère qui rentre dans les critères du harcèlement, je suis tranquille. Et puis il y a aussi tous les critères d'appartenance à un groupe social particulier, où là c'est pareil, le groupe social ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un enfant qui est pauvre, ça peut être un enfant qui appartient à une certaine communauté, ça peut être un enfant qui parle par exemple une langue étrangère, dont la langue étrangère dont la langue maternelle est une langue étrangère par exemple, ça peut être voilà, toutes sortes d'appartenances, ça peut même être aussi un enfant qui est catalogué comme d'un milieu social aisé. Voilà, ça peut être tout un tas de critères et il n'y a pas de liste exhaustive en fait. Il y a pas de liste à cocher quoi. On peut pas cocher des cases et dire bah il y a un enfant qui, euh, qui possède ce critère-là, il va être plus susceptible d'être harcelé que les autres. C'est pas aussi simple que ça. Même s'il y a certaines choses qui se répètent, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc je continue. J'en étais aussi. Le bilan dressé par Éric de Barbieux dans l'école face à la violence, publié en 2016, montre que 6% des cas de harcèlement sévère, voire très sévère, donc multiples agressions tous les jours. Ah oui, non, que 6% des cas de harcèlement sont sévères, pardon, voire très sévères. Donc là, voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits harcèlements, de ce qu'on appelle ce qu'il appelle, ce chercheur-là, qui s'appelle Éric de Barbieux, des micro-agressions. Voilà. Mais face à ces micro-agressions, il y a aussi des attaques qui sont plus rudes, qui sont des attaques physiques, qui sont des insultes répétées. Ça peut être aussi, il explique, ça peut être aussi des enfants ignorés par des classes entières. Où là, la violence, ça va être dans le fait qu'on l'ignore, cet enfant, qu'on le considère comme à part du groupe. Et donc, c'est un enfant qui va avoir du mal à se faire des amis, c'est un enfant qui va avoir du mal à interagir avec les autres, qui va être mis de côté systématiquement quand il va falloir faire un travail de groupe. C'est un enfant qui ne va pas trouver de groupe dans lequel travailler. Voilà, c'est cette mise à l'écart, ou cette façon de considérer un enfant comme impopulaire. C'est ça aussi, c'est toi, t'es un enfant qui paria plus ou moins, qui est mis de côté, qui n'est pas populaire, qui n'a pas voilà, les mêmes caractéristiques que les autres. Et ça aussi, ça peut être un cas de harcèlement. Alors, on a aussi la question suivante, c'est est-ce que le phénomène progresse? Ça aussi, c'est une question qui n'est pas facile à résoudre, parce que la notion de harcèlement scolaire, c'est une notion qui est plutôt récente. Donc, je vous lis la suite, elle a été forgée en 1973 par le psychologue Dan Olweus, qui enquêtait alors dans les établissements scolaires suédois. Donc, c'est un chercheur suédois. Et il a fallu quand même attendre les années 2000 pour que cette notion de harcèlement scolaire, ou en anglais de school bullying, qui est aussi un terme consacré souvent dans la recherche, donc on voit que depuis les premières recherches en 1973 et les premières fois où on a commencé à en parler, notamment en France, il s'est passé plus de 25 ans, quoi. Donc c'est depuis les années 2000 surtout que le phénomène commence à être connu, à être médiatisé. Est-ce que pour autant ça veut dire que le climat s'est dégradé? Eh bien, c'est pas sûr, puisque le milieu scolaire n'a jamais été un sanctuaire dans lequel il n'y avait pas de violence. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je digresse un petit peu, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps un bouquin qui parlait de ça, où dès le début de l'école, il y avait des affrontements, même parfois très violents, où les élèves se balançaient des chaises, où les élèves jetaient des pierres sur leurs surveillants, en lycée par exemple, en collège. Voilà, cette violence a toujours plus ou moins existé, de façon différente, c'est sûr. Et la question du harcèlement scolaire est aussi apparu petit à petit. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit en fait, dans tous les domaines des sciences humaines quand on commence à étudier un problème, donc le problème du harcèlement scolaire. Évidemment que plus on l'étudie, plus on va trouver de cas. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y en avait pas avant, ça veut juste dire qu'on ne l'étudiait pas, donc on ne savait pas combien il y en avait. Donc on est passé voilà, de chiffres inexistants à des chiffres qui ont augmenté petit à petit. Alors aujourd'hui, les faits suscitent de plus en plus d'intérêt, notamment des médias.
l'école n'est plus perçue comme un simple lieu de socialisation, elle jouerait un rôle dans le développement des comportements violents. La popularisation de certains produits culturels, jeux vidéo, dessins animés, sites internet, a posé la question d'une culture de la violence chez les enfants. Les conséquences du harcèlement, relayées dans les médias, ont alerté l'opinion. Décrochage scolaire, suicide, etc. En France, la première étude de victimation date de 1996. Le sociologue Éric de Barbieux, qui la dirige, met en avant le ressenti des individus comme l'un des premiers critères de harcèlement. Ça, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que pour étudier le harcèlement scolaire, comme la définition est floue et difficile à établir de façon claire et nette, les chercheurs privilégient aujourd'hui les enquêtes auprès des élèves pour leur demander est-ce que vous êtes victime de harcèlement, est-ce que vous avez été victime d'insultes, est-ce que vous avez été victime de violences répétées, physiques ou verbales. Et donc c'est ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, où là c'est une sorte de sondage en fait parmi les enfants pour leur demander qu'est-ce que vous avez subi, comment vous avez vécu les choses. Et donc à partir de ça on fait des chiffres, on fait des statistiques. Les résultats montrent une faible proportion de violences graves, donc de type par exemple raquette ou port d'armes ou vraiment violence très très grave physique. Mais elles sont accompagnées d'un nombre important de micro-violences. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les micro-violences, c'est ces petites agressions du quotidien, par exemple le fait de voler des fournitures, de piquer la gomme du voisin dans sa trousse, et puis de la balancer par terre, ou de la balancer à un copain à l'autre bout de la classe, juste pour l'embêter. Le fait de mettre à l'écart, comme on disait tout à l'heure. Le fait de donner des surnoms aussi. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais en fait on a souvent des surnoms, on entend souvent des surnoms dans les collèges, dans les écoles. Voilà, donc ça aussi, ça peut faire partie de ces micro-violences qui, accumulées, peuvent constituer du harcèlement. L'éducation nationale donc s'est saisie de la question à partir de 2011. 2011, c'est plutôt récent, hein, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et donc en 2011, l'éducation nationale a créé l'Observatoire national de la violence à l'école, avec à sa tête donc ce sociologue dont on parle depuis tout à l'heure, qui est Éric de Barbieux. Et donc dans la foulée, une enquête a été lancée dans près de 300 collèges. Donc une fois que l'éducation nationale s'en est emparée, elle a lancé une première étude. Mais avant cette étude-là, on n'a aucun chiffre en fait sur ce que c'est que la violence, ce que sont les chiffres du harcèlement scolaire. Donc on ne peut pas vraiment dire que les chiffres progressent puisqu'ils sont très récents en fait. Alors on va aborder maintenant les effets sur les élèves et la façon qu'on a de vivre ça. Donc peut-être que vous en avez été victime aussi dans le chat. N'hésitez pas à témoigner ou à partager votre vécu si c'est le cas. Peut-être que vous en êtes même victime encore maintenant, si vous êtes encore à l'école, au collège, au lycée. Donc souvent la victime préfère se taire. Donc voilà, c'est le point commun à beaucoup d'élèves harcelés. C'est que la victime préfère se taire plutôt que de parler. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Des fois c'est pour pas faire de peine aux adultes, par exemple aux parents qui seraient attristés d'entendre ça. Ça peut être aussi par peur que les adultes interviennent dans la relation en fait, parce que il y a aussi cet aspect chez les élèves qui sont harcelés, qui consiste en fait à se mettre à part des adultes, parce que après les harceleurs vont lui dire ah bah t'es un faillot, t'es allé balancer, t'es allé voir des adultes, t'es pas capable de te défendre tout seul. Et là aussi ça peut aggraver le harcèlement. Je continue. Je lis le chat en même temps, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Où en étais-je? Donc parents et professionnels de l'éducation nationale peuvent être alertés par quelques symptômes. Donc là, c'est dans les cas où l'enfant subit du harcèlement. Comment on le voit? Donc ça peut être des changements de comportement brutaux, où l'enfant allait plutôt bien, était plutôt joyeux, puis d'un seul coup, il est pas bien, il rentre de l'école, il se renferme, il parle plus de l'école.
Ça peut être aussi des somatisations le dimanche soir ou la veille de la rentrée. Alors, les somatisations, ça peut être un enfant qui a mal au ventre, un enfant qui stresse beaucoup, euh, voilà, ou aussi qui veut simplement plus aller à l'école, qui verbalise ça, voilà, alors qu'il aimait plutôt l'école. C'est un enfant qui se met à ne plus vouloir y aller, à dire à ses parents que voilà, il veut plus y aller, parfois aussi il peut dire qu'il est malade, voilà, qu'il se sent pas bien. Et ça peut être aussi la chute de notes, par exemple, ou un élève qui était plutôt bon élève ou qui avait des notes plutôt correctes se met à avoir des notes beaucoup moins bonnes, que ce soit parce qu'il n'arrive plus à se concentrer en classe à cause du harcèlement, que ce soit parce qu'il décide de lui-même de ne plus avoir de bonnes notes pour éviter un harcèlement du type bah, t'es un intello, t'as des bonnes notes, t'es un faillot, ce genre de choses, qu'on entend aussi régulièrement dans les écoles, dans les collèges, voilà, même dans les lycées. Alors, un commentaire sur Facebook qui dit: Ma fille était harcelée à l'école, j'ai appelé l'académie et le rectorat, j'ai eu une réunion avec la directrice et maîtresse le soir même. Du coup, l'enfant n'a plus envie et ne bosse plus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que il y a parfois, malheureusement, chez ces enfants-là, une désaffection pour l'école, ils veulent plus travailler, ils ont plus envie d'y aller, ils ont plus d'intérêt pour l'école. J'espère que le fait d'en discuter avec l'académie et le rectorat a permis de résoudre le problème. On va voir un peu plus tard qu'il y a plusieurs façons de le résoudre, notamment cette façon-ci qui est d'alerter les adultes, hein, bien sûr. C'est une façon parmi d'autres d'essayer de résoudre le problème. Sur le plan émotionnel, la fréquence des agressions détermine l'ampleur des difficultés des victimes. Plus les intimidations sont fréquentes et violentes, plus l'enfant est envahi par des pensées négatives, en particulier vis-à-vis de lui-même, baisse de l'estime de soi, notamment. Les rapports avec les pères, avec les autres enfants, avec les frères et sœurs peuvent aussi devenir plus agressifs avec des épisodes de crise. Ça aussi, ça peut être un autre signe. Cette spirale négative détourne souvent des apprentissages scolaires. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez aussi sur Facebook. Oui, pour le moment. Ah, donc le problème a été résolu pour le moment, mais elle a quand même été traitée de faillotte. Alors voilà, c'est ça. C'est le risque malheureusement que prennent les élèves quand ils en parlent aux adultes, c'est que derrière, les autres en rajoutent une couche. Après, si c'est nécessaire pour que l'enfant soit protégé et mis à l'abri, il vaut quand même mieux que l'enfant soit mis à l'abri et quitte à, voilà, après, à encaisser ce genre de surenchère de la part des harceleurs et des harceleuses, quoi. La chute des notes n'est pas toujours remarquée car, comme l'explique la psychologue Emmanuelle Piquet, certains enfants qui se font traiter d'intello préfèrent perdre quelques points de moyenne pour que le harcèlement cesse. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi. La chute des notes, c'est une façon de faire cesser le harcèlement ou de le faire diminuer. À long terme, les effets peuvent devenir dévastateurs. Alors ça, c'est quand le harcèlement vraiment est répété et a des effets vraiment sur le long terme. Le stress causé par la victimation et le harcèlement peut être un stress cumulatif et par là même bien difficile à prendre en charge tant il s'installe profondément dans la construction psychologique des sujets, note Éric de Barbieux. Donc là aussi, c'est là où la chose se complique, c'est que quand le harcèlement prend place soit très tôt dans la vie de l'enfant, soit sur une longue période, c'est un moment en fait où les enfants se construisent, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège et même au lycée d'ailleurs. C'est un moment où l'enfant voilà, se construit son image de lui-même, construit son estime de lui-même, commence voilà, à prendre conscience de qui il est, de qui il veut être. Et si ce moment charnière de sa vie est associé à du harcèlement, à des insultes, à des violences répétées, les effets peuvent être vraiment très ancrés. Donc c'est pour ça que le harcèlement est vraiment un gros problème en fait pour les enfants, pour l'éducation en général. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être pris au sérieux. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale l'a pris au sérieux. Le harcèlement scolaire est, en tout cas selon la communication du ministère, un des grands problèmes auxquels s'est attelé le ministère. Cela peut donner lieu à des dépressions, voire des pensées suicidaires, même si les passages à l'acte restent très rares, heureusement. Mais ça arrive, hein, on entend régulièrement des faits divers de ce genre, où des enfants harcelés se donnent la mort. Heureusement, ça reste très isolé, mais c'est déjà trop. Même le peu de cas est déjà beaucoup trop important. Donc il faut pour ça vraiment prendre le problème à bras le corps et notamment se pencher sur les solutions possibles. On va y venir.
Le harcèlement change également l'image que les élèves ont de l'école. Donc ça, c'est ce que vous disiez sur Facebook aussi. On garde des intérêts pour l'école. Euh, donc en particulier, les victimes l'aperçoivent très négativement. Ils connaissent un taux d'absentéisme et de décrochage plus élevé que les autres élèves, ce qui ne veut pas dire que c'est systématique, mais les enfants harcelés voilà, sont plus souvent absents que les autres et sont plus souvent décrocheurs que les autres. Encore une fois, c'est absolument pas parce qu'ils le veulent ou parce que c'est de leur faute, mais c'est parce que ce dont ils sont victimes voilà, les éloigne du milieu scolaire, baisse aussi la confiance qu'ils ont dans le milieu scolaire. Les enfants témoins, alors là aussi c'est intéressant de voir ça, c'est que pour pas mal de chercheurs ont constaté que les enfants qui étaient témoins de harcèlement scolaire étaient eux aussi affectés. Ils montrent notamment une plus grande méfiance à l'égard des enseignants, perçus comme incapables de les protéger des harceleurs. Donc là aussi, il suffit parfois juste d'assister à un fait de harcèlement, même sans en être victime, pour se dire, mais ces adultes qui devraient nous protéger, finalement, ne peuvent pas nous protéger dans ce cas-là, et il peut y avoir une défiance à ce moment-là. Marie-Lise qui nous dit sur Facebook, le problème peut être aussi quelle écoute de l'adulte et quelle prise en charge, quelles mesures sont prises dans l'établissement. Là, tout dépend des directions, malheureusement. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est aussi un des problèmes, c'est que ça va dépendre des établissements. On va y venir un petit peu plus loin, mais oui, c'est vrai que la réaction des adultes va beaucoup conditionner aussi la façon dont le harcèlement va être perçu et vécu par les élèves. Alors du côté des agresseurs, le comportement est corrélé à long terme avec un risque plus élevé de se retrouver au chômage ou dans des emplois mal payés. Donc là aussi, même les agresseurs voilà, sont des élèves qui peuvent pâtir de leur comportement. Une recherche menée sur des individus suivis de 8 à 48 ans a montré que les harceleurs ont plus souvent une vie marquée par la délinquance, la violence et l'échec personnel. Alors là, c'est difficile de savoir si c'est vraiment un lien de cause à effet, mais on voit qu'il y a une corrélation malgré tout, quoi. Les maltraitants chroniques semblent avoir plus de difficultés à développer des relations humaines positives une fois adultes, remarque Éric de Barbieux. Et enfin, phénomène bien plus rare mais qui existe quand même, le harcèlement a été identifié comme l'une des principales motivations des tueurs de masse dans les écoles. Alors ça, c'est notamment aux États-Unis que c'est un problème qui est important, mais c'est aussi quelque chose qui arrive dans d'autres pays, et notamment en France. Entre 1992 et 2012, Jean-Marc Van Menen recense 66 cas de tuerie au niveau mondial. La moitié des auteurs sont victimes de harcèlement scolaire. Et si les États-Unis sont le pays le plus concerné, la France a aussi été confrontée à ce phénomène. Donc c'est ce que je vous disais, en 2008, au collège de Mézieux dans le Rhône, un jeune avait poignardé 3 de ses camarades de classe qui le battaient et le raillaient régulièrement. Alors, continuons donc. À propos des harceleurs, est-ce qu'il y a un profil de harceleur Est-ce que le harceleur, c'est le mauvais élève assis au fond de la classe près du radiateur et costaud, plutôt sûr de lui? Et est-ce que l'élève harcelé, c'est le petit intello devant qui est pas très grand, qui est pas très costaud et qui en impose pas? Mais voilà, ça, c'est les clichés qu'on a. Mais en vrai, c'est plus complexe que ça. Ce qui se passe, c'est plus complexe que ça. Euh, donc c'est ce qui a été montré par les chercheurs. Donc le harceleur veut souvent retrouver ou acquérir de la popularité en montrant son pouvoir sur le harcelé. Donc les agresseurs évoquent aussi un moyen de tromper l'ennui, de s'amuser, voilà. Ils montrent une certaine assurance devant leur père, sont en général plus forts physiquement. Affables, d'une bonne répartie, ils sont pour la plupart à l'aise dans les rapports sociaux. Donc ça c'est voilà, des choses qu'on retrouve régulièrement, sans pour autant que ça soit systématique. Mais voilà, c'est des élèves qui sont plus costauds, ou qui sont socialement plus à l'aise. Ils parlent facilement, ils sont facilement des amis, ils ont une bande plus facilement qui gravite autour d'eux. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pas seulement les garçons qui vont aller taper d'autres garçons ou les harceler, mais ça existe aussi chez les filles, où là, c'est pareil, c'est plus souvent d'ailleurs que chez les hommes, chez les garçons, une question de popularité, voilà, de rapports sociaux. Donc il serait malgré tout hasardeux de se contenter d'un tel profilage pour comprendre bourreaux et victimes. La recherche montre que les comportements de harcèlement sont plus souvent des comportements d'opportunité à l'école que liés voilà, au self-control des individus ou à leur capacité physique ou sociale.
Donc le déclenchement du harcèlement se joue en un instant, celui où la victime se trouve démunie face à une attaque verbale ou physique d'un père. C'est ce moment de vulnérabilité qui compte bien plus que le profil des enfants. Donc là, c'est important quand même, c'est quelque chose qui a été montré par pas mal de chercheurs, que ce soit sociologues ou psychologues, c'est que plus qu'un profil psychologique ou sociologique, c'est une histoire d'opportunité. C'est au moment où je vais pouvoir harceler et que ça va passer, et ben je vais continuer en fait. Une fois que la machine est lancée, une fois que j'ai mis un doigt dans l'engrenage, les choses vont continuer et se perpétuer ensuite régulièrement. Si les facteurs sociaux tels que le niveau de vie, l'environnement urbain ou la violence au sein du foyer augmentent la probabilité d'être impliqué dans des faits de harcèlement, ils ne sont pas déterminants. N'importe quelle différence, trop petit, trop grand, trop riche, trop pauvre, etc., peut servir de prétexte pour exercer une pression. Et il n'existe aucun enfant assez normal, entre guillemets, même si le mot en lui-même ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, voilà, qui se fonde suffisamment dans la masse pour y échapper. Des harceleurs qui s'associent finissent presque toujours par trouver une cible, malheureusement. Certains groupes sont toutefois plus exposés que d'autres. En primaire, 6% des élèves déclarent avoir été victimes de harcèlement, alors qu'au collège, ce chiffre dépasse les 10%. Et au lycée, la proportion d'élèves harcelés baisse nettement, 1% en filière générale, 3% en filière professionnelle. Donc là, c'est ce que je vous disais au début. Il y a un critère d'âge aussi. Il y a un critère d'âge. Et on voit qu'à partir du lycée, les choses ont tendance à se tasser. Parce que, c'est aussi parce que la socialisation est différente entre les élèves. C'est-à-dire que, comme les élèves sont plus matures, les enfants sont plus matures, les ados sont plus matures au lycée, ils vont avoir tendance à réagir un peu différemment. C'est-à-dire que quand quelqu'un va se faire harceler, ils vont plus avoir de l'empathie pour la personne qui est harcelée, dire ouais ça se fait pas, tu fais pas ça, arrête de harceler un tel ou une telle. Alors que le collège est typiquement un âge où les élèves, les enfants ont moins d'empathie qu'à d'autres âges. L'empathie est peu développée. Ils recherchent plutôt d'autres choses, notamment la popularité. Et on va voir ça juste après, mais la popularité est vraiment quelque chose d'important, notamment pour les élèves du collège. Les filles et les garçons ne sont pas logés à la même enseigne, au regard des statistiques, puisque 8% des garçons se déclarent victimes de harcèlement, contre 4% des filles. Donc là, on voit que les chiffres sont du simple au double. Mais voilà, c'est pas pour autant que le harcèlement chez les filles n'existe pas. Selon le sexe, les violences subies ne sont d'ailleurs pas les mêmes. Les garçons sont plus impliqués dans des brimades physiques ou des jeux dangereux, tandis que les filles se voient plus souvent confrontées à des rumeurs, des médisances, à un isolement social. Donc voilà, ça c'est aussi dû à la façon dont on éduque les garçons et les filles, dont les garçons et les filles sont socialisés, c'est-à-dire dont ils apprennent à avoir des rapports aux autres. Voilà, notre société favorise plutôt des rapports physiques entre les garçons et des rapports sociaux entre les filles. Alors, donc il y a aussi une question de popularité, c'est ce que je vous disais. Les études des psychologues indiquent que le harceleur n'est pas uniquement motivé par la volonté de nuire, ce dernier cherche aussi à construire sa réputation. Il veut se faire voir, se faire respecter des autres, quitte à passer pour un tyran. En montrant son pouvoir sur ceux qui harcèlent, il pense devenir populaire, voire séduisant auprès de ses camarades de classe. Donc là, c'est aussi un critère important. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire qu'il y a un élève qui veut juste être méchant gratuitement. Non, il y a quelque chose qu'il recherche. Il recherche à être populaire, il recherche à se faire voir, il recherche, quitte à passer pour un tyran, quitte à ce que les autres aient peur de lui. C'est pas quelque chose qui va forcément le gêner. Si c'est le prix à payer de se faire mal voir, il le paiera, pourvu qu'il soit populaire, pourvu que les autres aient simplement envie d'être avec lui, même par crainte. C'est pas un problème pour lui. Si les autres sont avec lui parce qu'ils le craignent, il préférera ça plutôt que d'être seul. Il pourra entretenir ça aussi. Et c'est aussi pour ça que voilà, le fait de harceler, bah, ça assoit sa position d'élève qui domine sur les autres, d'élève qu'on va craindre, et d'élève dont il vaut mieux être ami qu'ennemi, quoi. C'est pourquoi faire la leçon à un enfant harceleur en lui rappelant qu'il fait souffrir son camarade ne le fera presque jamais changer d'attitude. La morale et la compassion semblent être sorties des radars, en particulier entre 9 et 18 ans, donc voilà, c'est un âge où en particulier voilà, les individus montrent moins d'empathie qu'aux autres âges de la vie. Psychologue spécialiste du suivi des enfants harcelés, Emmanuel Piquet l'explique ainsi.
La quête de popularité est devenue, dans les générations actuelles d'écoliers et de collégiens, une priorité relevant presque de la survie psychique. Alors que l'adolescence est marquée par la construction d'une vie sociale hors du foyer familial, les jeunes valorisent la réputation plus que toute autre chose. La morale, en particulier celle des adultes, leur échappe à cause du développement cognitif propre à leur âge. Voilà, donc peu importe la morale, on aura beau leur dire, surtout au collège, on aura beau leur dire qu'ils font souffrir les autres, qu'il faut faire attention aux autres, ben les enfants ne le prendront pas en compte en fait. Bonsoir Archimède 666, bienvenue. Ce soir c'est un live lecture. On parle de harcèlement scolaire, de violence entre enfants. Donc ben voilà, n'hésite pas à participer. S'il y a des remarques, des témoignages, des choses à dire, on peut s'interrompre pour ça. D'ailleurs, comme je suis tout seul, c'est bien plus facile de le faire que dans les autres streams, les autres lives. Donc n'hésitez pas. Alors, continuons. Comment aider les victimes? Alors là, c'est... Ouais, grosse ambiance, hein, t'as vu? Mais participe, hein, n'hésite pas si tu veux dire des choses. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ce que disait Marie-Lise sur Facebook. Comment est-ce qu'on peut aider les victimes? Donc il y a déjà la prise en charge des adultes, hein. Quand on est adulte et qu'on voit ou qu'on assiste à ce genre de choses, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit voilà, personnel de l'éducation nationale, on peut assister à ce genre de choses et donc participer à résoudre le problème. Je vous lis donc ce chapitre. Remédier aux situations de harcèlement scolaire n'est pas une mince affaire pour les adultes. Seuls 14% des victimes sont satisfaites de la manière dont leur problème est réglé. Donc là, c'est quand même pas énorme. 2 collégiens harcelés sur 3 règlent le problème par eux-mêmes. Donc là, on voit qu'une majorité, d'élèves préfèrent se débrouiller tout seul plutôt que de faire appel à un élève. Donc là, ça rejoint le témoignage sur Facebook qu'on avait tout à l'heure, d'une personne qui nous disait que il y avait ce problème que dès qu'on va voir un adulte quand on est un élève harcelé, on va se faire traiter de faillot, on va se faire traiter de balance, de ce genre de choses, et ça peut parfois aggraver les choses, et les élèves vont préférer garder le problème pour eux et se débrouiller tout seuls plutôt que d'aller voir un adulte. Et donc dans 2 cas sur 3, ils se débrouillent quoi, malheureusement. Et donc comment ils se débrouillent? La plupart du temps, c'est en se défendant eux-mêmes ou en se vengeant. Un recours judiciaire est possible aussi, on sait qu'on peut porter plainte, et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée récemment, qui existe maintenant, qui punit les harceleurs de peine d'emprisonnement si le harcèlement va jusqu'au suicide. Donc à ce jour, comme la loi est récente, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu d'élèves condamnés, mais voilà, la loi existe et fait partie, on va dire, des possibilités. Donc, ça peut être aussi des amendes, hein, d'ailleurs. À partir de 13 ans, on peut écoper de peine de prison même ou d'amende. Et les victimes peuvent porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans, ça aussi c'est important. Si vous avez été victime et que l'âge est passé, mais que ça a vraiment eu un gros impact sur votre vie, vous pouvez encore porter plainte jusqu'à 38 ans. C'est quand même assez tard. Les enseignants et personnels éducatifs peuvent même être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, ça aussi ça peut exister. Corcorodrome, salut, je viens d'arriver, du coup j'ai pas suivi. Est-ce que tu as déjà évoqué les causes et origines des différents harcèlements? Alors, on en a parlé un petit peu, ouais. On a parlé du fait que c'était difficile il n'y avait pas vraiment de liste à cocher en fait. Qu'il n'y a pas, par exemple, t'es petit à lunettes, tu vas te faire harceler, ou t'es grand et t'as les épaules carrées, tu vas pas te faire harceler. C'est plus compliqué que ça, il y a des choses qu'on retrouve, hein. Il y a des critères communs à pas mal de harceleurs, pas mal de harcelés, mais il n'y a pas de critères vraiment fixes. On est attaqué sur tout un tas de critères. On peut être attaqué parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop petit. On peut être attaqué parce qu'on a des lunettes ou parce qu'on n'en a pas. On peut être attaqué parce que on est trop pauvre ou parce qu'on est trop riche. Voilà, toutes ces choses peuvent être des critères de harcèlement et plus ou moins en fait quand un élève a décidé de chercher un autre élève à harceler, il va trouver quelque chose. Même dans son nom, quelque chose, un surnom à lui donner. Voilà, il y aura toujours quelque chose qu'il pourra trouver.
Après, il y a aussi le moment charnière. On va y revenir plus en détail tout à l'heure, mais il y a aussi le moment charnière où il y a un élève qui va être attaqué. Par exemple, on va lui lancer une insulte, par exemple, on va lui mettre une baffe ou quoi que ce soit physique ou moral, que ce soit physique ou verbal. Et si jamais il n'y a pas de réaction de cet élève, parfois, l'élève en face qui aura lancé le truc va se dire: ah, il y a une faille, il y a une brèche, et je vais pouvoir m'y lancer, je vais pouvoir commencer à harceler, euh, même si l'élève en face de moi, par exemple, fait 2 têtes de plus que moi. Et malheureusement, juste ce signal-là de ne pas réagir, de laisser l'autre faire, peut engendrer petit à petit le harcèlement. Il suffit que l'autre revienne euh, avec une autre insulte, avec une autre brimade physique, et que à nouveau on ne réagisse pas pour que voilà, les brimades se répètent, pour que le harcèlement devienne voilà, plus systématique. Le rapport de force et de pouvoir, bah oui c'est ça, c'est toujours un rapport de force et de pouvoir entre les élèves, quoi. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des critères sociologiques par rapport à ça, par rapport au fait que en fait, les élèves peuvent être plus facilement harcelés à cause de la façon dont les jeunes sont socialisés, en fait. C'est-à-dire que les normes de la société autour d'eux sont parfois des normes de violence. Par exemple, ils peuvent être frappés à la maison, ou ils peuvent avoir des parents violents, ou ils peuvent simplement avoir assisté à des violences autour d'eux, sur leurs frères et sœurs, sur d'autres enfants. Et simplement ce modèle-là, cette façon d'envisager les rapports humains, va avoir un impact sur eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, apparemment c'est comme ça qu'on socialise, c'est comme ça qu'on a des rapports avec les gens, et je vais faire de la même manière que ce que je vois. Ça peut être aussi lié à la culture, c'est-à-dire ça peut être ce qu'ils voient à la télé, ça peut être ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, même si cette violence-là en elle-même n'est jamais synonyme de puisque il y a de la violence sur les jeux vidéo, on va être violent. C'est pas ça. C'est que de façon globale, pour les enfants, quand ils fréquentent la violence au quotidien, quand ils voient les adultes fonctionner de cette manière-là, quand ils voient des films qui fonctionnent de cette manière-là, des jeux vidéo qui fonctionnent de cette manière-là, ils vont aussi développer cette façon de concevoir simplement les rapports avec les autres. On a des rapports avec les autres qui seront violents. Il y a aussi quelque chose qui a été étudié depuis longtemps en sociologie, qui est la violence symbolique de l'institution scolaire. Ça, c'est le travail de Bourdieu, qui remonte à quelques années, maintenant une cinquantaine d'années même presque, années 70, 80, 90, où là, en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves sont face à la violence de l'institution scolaire, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver mis de côté, parce que leur culture n'est pas celle de l'institution scolaire, parce que les profs, les enseignants ou les surveillants, les personnels de l'éducation vont leur renvoyer euh, une image d'eux-mêmes négative, par exemple en leur faisant comprendre que ils auraient dû lire bien plus tôt alors qu'il n'y a aucun livre chez eux. Ils auraient pu faire les choses différemment, et puis ils auraient pu connaître telle ou telle chose que d'autres élèves connaissent mais que eux ne connaissent pas. Et ils vont se retrouver ici mis en défaut. Et cette mise en défaut, qui va se répéter petit à petit, est une forme de violence de l'institution scolaire à l'égard des élèves. Et après, c'est les élèves qui vont aussi essayer de retourner ça, pour ne pas simplement rester dans une position passive de victime, où l'institution me dit que ma culture n'est pas bonne, que je ne connais pas assez de choses, que ma famille ne m'a pas donné de livres alors qu'elle aurait dû m'en donner, et que j'aurais dû avoir une culture différente. Et donc, pour plus ou moins se venger, même si c'est pas le bon terme, mais en tout cas, pour retourner cette violence, c'est des élèves qui vont aussi pouvoir être violents à leur tour, harcelés, et se retrouver, au lieu d'être dans une position de dominer, au lieu d'être dans une position de subir cette violence, ils vont être dans une position de la donner aux autres, et ça va être plus facile à gérer pour eux. Ça cite Bourdieu, je suis sur un stream de gauche. Pas forcément, tu sais, Bourdieu c'est un sociologue quand même qui est connu, c'est un sociologue qui a laissé une marque quand même dans les sciences sociales en général. Donc tu es sur un stream de sciences humaines, et dans les sciences humaines, oui, on parle aussi de Bourdieu et de ses travaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il a raison sur tout, ce qui ne veut pas dire que tous les chercheurs sont d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit, mais ses travaux sont quand même à prendre en compte. Euh,
Alors, ouais, Corcoro, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je suis. Ah ouais, c'est comme ça, je suis bête, et bah alors tu vas voir ce que je vais te faire. C'est ça, en gros. Je traduis en version polie. Donc voilà, je continue donc sur la façon d'aider les victimes. Donc il y a cette façon d'avoir recours à la justice. Mais, mais les chercheurs ont quand même montré que la méthode répressive, c'est-à-dire la plainte notamment, est souvent quand même inefficace. Il y a quand même beaucoup de recherches qui ont été faites entre les années 80 et les années 2010, notamment par l'Association américaine de psychologie, qui conclut que les sanctions administratives, les exclusions, les plaintes, donc là, ça inclut aussi par exemple exclure un élève qui harcèle temporairement ou définitivement d'un établissement, ça réduit malheureusement pas le harcèlement. Malheureusement, ou enfin, en tout cas, on aurait aimé trouver un moyen ici de vraiment réduire les cas de harcèlement, malheureusement, c'est pas le cas. Tu as dit tout à l'heure, Diorès, que la gestion de l'établissement pouvait jouer un rôle dans la prévention ou l'encouragement de ces comportements. Ça m'intéresse. Alors oui, on va y venir aussi. Donc là, bah, déjà, c'est un des aspects. C'est-à-dire que si l'établissement prend en charge simplement en excluant l'élève fautif, en le mettant de côté, on voit que ça ne marche pas, que les élèves harcelés, bah, si le harceleur disparaît de la circulation, oui, en effet, ils vont plus avoir affaire à ce harceleur-là, mais malheureusement, il y a parfois d'autres qui prennent la place, tellement l'élève est abîmé en fait par ce qu'il a subi. Et puis l'élève harceleur lui-même retrouvera des victimes là où on l'aura emmené dans un établissement différent par exemple. Donc, euh, donc voilà, cette prise en charge en tout cas se révèle la plupart du temps inefficace, ce qui ne veut pas dire que c'est 100%. Et encore une fois, c'est des recherches, on fait des statistiques, on regarde les chiffres globalement. Il y a forcément des exceptions, mais globalement c'est quand même une méthode qui marche pas bien quoi. Alors on a un témoignage sur Facebook de quelqu'un qui dit j'ai subi du harcèlement scolaire. Je garde ton prénom, voilà, anonyme. J'ai subi du harcèlement scolaire, mais cela n'a pas pris longtemps. On me traitait de petite snob hautaine car je ne discutais pas avec tout le monde, mais uniquement les personnes empathiques. Et je traînais avec des personnes handicapées, efféminées, très petits, enrobés. Donc leur jugement n'a pas tenu. J'ai été sauvé par mon empathie. J'avais plein d'amis qui faisaient plein de bêtises, de classes défavorisées que je couvrais, qui sont vite montés au créneau sans que je m'y attende. Donc pour te défendre, j'imagine. Il y en a plein que je ne connaissais pas, mais j'avais aidé leurs frères ou leurs sœurs. Bref, j'ai eu de la chance, mais il faut exister auprès des gens, il ne faut pas s'effacer, au contraire. Oui, de l'empathie, de l'humour, voilà. Il faut utiliser ses talents pour créer un personnage qui se fonde dans la masse, travailler sur son caractère, sur la confiance en soi, le style avant même d'entrer au collège. Les jeunes cherchent des failles les plus faibles pour se donner de l'importance avec les copains. C'est grave de dire ça, mais nous sommes obligés de coacher nos gosses pour qu'ils ne se posent pas en victime dans leur comportement. Et ben, merci pour ce témoignage, et ça correspond exactement à ce qu'on va voir ensuite. Euh, c'est que c'est qu'il faut se concentrer sur les relations entre enfants en fait, bien plus que sur la répression de la part des adultes. Ce qui paraît essentiel au niveau des actions à mener contre la violence et le harcèlement est de se concentrer beaucoup plus sur les témoins que sur les agresseurs. Ça aussi, c'est un levier où là, bah, du coup, si c'est les élèves qui sont le recours, bah, on ne peut pas accuser l'autre d'être allé pleurnicher dans les jupes des adultes ou d'avoir été un faillot ou une balance. C'est ce qui a notamment été décidé en Finlande. Après 2 attaques meurtrières dans des écoles commises par des enfants harcelés, les Finlandais ont fait de la lutte contre le harcèlement une priorité. Le but était d'accroître la capacité des élèves à y faire face et de pousser la majorité silencieuse à sortir de la passivité. Les mesures prises ont fait baisser de plus de 50% les cas de harcèlement, selon les enquêtes. Il s'agissait de développer l'empathie de tous les élèves et de former régulièrement les enseignants pour les aider à détecter et prévenir le harcèlement. Donc là, c'est ce que tu disais dans ton témoignage, l'empathie, c'est vraiment un levier important. Par exemple, analyser régulièrement les conflits entre élèves au sein de la classe en leur donnant la parole a permis d'enrayer les agressions. Donc là, on désamorce en parlant tous ensemble. Ça peut être voilà, un temps dans la classe ou dans un temps de vie de classe, dans un temps de conseil d'enfants, dans un temps voilà,
en primaire, au collège, au lycée, où on essaie de désamorcer tous ensemble. Les professeurs pouvaient également suivre des programmes d'amélioration des relations avec les élèves, comme c'est le cas aux États-Unis. Voilà. Donc les études montrent que le recours à d'adultes n'est pas la solution la plus efficace. L'enfant harcelé est perçu comme incapable de se défendre lui-même et le harceleur trouve un moyen de continuer malgré la répression. Donc là aussi c'est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont constaté que les élèves harceleurs contournaient les mesures, c'est-à-dire qu'ils trouvaient un moyen en fait d'accéder à l'élève harcelé d'une manière ou d'une autre, d'envoyer par exemple un de leurs potes pour perpétuer les agressions. Donc il existe deux issues, travailler avec le harceleur ou avec le harcelé. Ça, c'est aussi des possibilités. Dans le premier cas, la méthode PICAS permet de mettre un terme à 70% des cas de harcèlement déclarés par les victimes. Donc cette méthode, elle a été mise au point par Jean-Pierre Bellon, qui est professeur spécialiste du harcèlement scolaire. Et le but est de prendre à part les harceleurs sans les accuser ni leur faire la morale. Alors là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les harceleurs sont des enfants qui, en général, ne sont pas sensibles au fait qu'on leur fasse la morale, qu'on leur dise c'est pas bien, tu fais souffrir l'autre, il faut être plus sympa avec les autres. Ça fonctionne pas. En tout cas, on aimerait que ça fonctionne parce que c'est en effet c'est une bonne justification de leur dire bah t'as pas à faire ça. En effet, ils n'ont pas à faire ça, c'est vrai. Malgré tout, ça ne fonctionne pas, ils n'entendent pas. J'ai une petite cousine, dit Archimède666 sur Twitch. J'ai une petite cousine qui m'a dit que le directeur de son collège était présent sur les réseaux sociaux et avait pu arrêter une vague de cyberharcèlement qui démarrait. Mais je ne sais pas comment il s'y est pris. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Et sur les réseaux, les choses sont un peu différentes, mais en tout cas, ouais, c'est bien vu de la part de ce directeur d'établissement d'avoir essayé de s'immiscer entre les deux. Bonsoir, est-ce qu'en développant l'échange, la coopération, l'entraide et non l'individualisme, on ne pourrait pas réduire ce phénomène, dit Cribona 21 ? Oui, tout à fait. Ça aussi, ça rejoint ce qu'on voit en sociologie, qui est que si la norme sociale pour les élèves, les enfants, c'est des rapports de violence, il y a de fortes chances que leur rapport à eux soit des rapports de violence aussi, puisque c'est la norme dans la société, puisque les enfants ne vont pas inventer un nouveau modèle de société tout seuls comme ça, ils vont faire ce qu'ils voient faire les adultes. Et c'est pour ça que l'institution aussi pourrait développer l'échange, la coopération, l'entraide, comme tu dis, plutôt que l'individualisme, plutôt que des rapports violents entre les uns et les autres, pour donner un modèle différent en fait aux enfants et pour leur montrer que en fait la norme c'est non pas l'affrontement mais voilà l'entraide et la coopération. Donc il y a cette méthode là, ce que je disais tout à l'heure, qui est de prendre à part les harceleurs sans leur faire la morale, mais pour essayer de leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Dans un climat, voilà, on n'est pas là pour enguirlander l'élève, mais on est là pour lui expliquer calmement, précisément, ce qui risque de se passer avec ce qu'il fait, quoi. Et donc la seconde option, c'est de rééduquer les enfants harcelés. Donc là, c'est ce que disait notre témoignage tout à l'heure sur Facebook, qui disait nous sommes obligés de coacher nos gosses pour qu'ils ne se posent pas en victime dans leur comportement. Il y a ça aussi. Et c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas forcément facile à entendre, ou pas forcément facile à préciser, parce que ça peut faire passer les élèves qui sont victimes pour les coupables. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, les élèves victimes ne sont pas les coupables dans l'histoire. Malgré tout, il y a des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Parfois, ils en sont incapables, parfois, ils sont immobilisés par la peur, par l'angoisse, par le stress qui est monté, qui s'est accumulé, ils sont plus capables de rien faire. Ça, c'est possible. Et dans ces cas-là, s'ils peuvent rien faire, il faut trouver une autre solution. Mais parfois, quand le harcèlement n'est pas encore à un niveau très très élevé, il est possible pour eux d'avoir des leviers en fait pour empêcher le harcèlement. Et c'est là aussi où le rôle des adultes est important. On peut les éduquer, on peut leur apprendre à réagir et à trouver des solutions face au harceleur. Donc tout à l'heure, je vous disais que un des critères principaux du déclenchement du harcèlement, c'est quand le harceleur trouve la faille chez un enfant. Par exemple, je balance une insulte, je balance un surnom méprisant, l'enfant ne réagit pas. L'enfant est complètement
décontenancé, il sait plus quoi dire, il sait plus quoi faire, il baisse la tête, il va voir ailleurs. Euh, Là, c'est un signal. C'est un signal pour le harceleur qui va se dire, ah, celui-là, il va pas réagir quand je vais aller le chercher, quand je vais aller le taquiner, quand je vais aller l'embêter, ou quand je vais lui faire subir des violences, même plus fortement. Et donc, je vais continuer. Donc, je vais reproduire ça régulièrement, de plus en plus souvent. Et si la personne en face ne me renvoie rien, ben je sais que ça va pouvoir être une façon pour moi de m'affirmer, de montrer que je suis quelqu'un de dominant, de montrer que voilà, je suis capable d'exercer de la violence sur les autres et qu'il vaut mieux être ami avec moi que ennemi, parce que mes ennemis, vous voyez comme je les traite, ils n'ont pas l'air d'aimer ça. Et donc voilà, les choses vont s'enchaîner comme ça. Mais il y a ce levier-là qu'on peut apprendre aux enfants tôt, même avant qu'ils soient harcelés, qui est et ben donc d'essayer de lui faire prendre confiance en elle. Donc là, je vous lis la suite. Pratiquée par le réseau Orphée, spécialiste du mieux-être à l'école, par les psychologues de l'Institut Palo Alto, cette méthode repose sur la prise de confiance de la victime pour qu'elle trouve le courage de répliquer à ses agresseurs. Par exemple, sur le ton de l'humour ou de l'autodérision. Si quelqu'un me dit que je suis petit, ben, je vais trouver une pique pour lui dire ouais, je suis petit, mais au moins je suis plus malin que toi. Ou j'ai peut-être des lunettes, mais en attendant, moi je sais être empathique avec les autres, ou je sais être sympa avec les autres, ou voilà. Trouver quelque chose avec l'élève pour qu'il ait quelque chose à répondre en fait. Parfois ça peut être aussi même une, euh, une sorte de mini-agression en retour, d'essayer de trouver quelque chose de dénigrant à dire sur l'agresseur pour qu'il voit qu'en fait en face de lui, ben, il n'a pas quelqu'un de passif. Donc le but, ça va pas être d'harceler celui qui avait commencé à essayer d'harceler, pas du tout. Le but, ça va être de lui montrer que voilà, il y a du répondant, qu'il n'a pas face à lui quelqu'un qui va juste être passif et qui va rien avoir à dire et qui va pouvoir encaisser comme ça tous les coups qu'on va lui donner, que ce soit des coups physiques ou des coups verbaux. Et donc l'humour aussi, voilà, peut être une solution. Il faut user d'une riposte qui souligne le ridicule de l'attitude du harceleur, développe la psychologue Emmanuelle Piquet. Il est indispensable que l'enfant s'y entraîne pour que la réplique puisse fuser tout naturellement le lendemain. Donc là, elle explique ce qu'elle fait quand elle prend en charge des élèves qui sont harcelés. Les élèves harcelés, du coup, ils sont... quand elle les prend en charge, elle les fait répéter, elle l'explique dans son bouquin un peu plus précisément, où elle dit en fait que ben, l'élève harcelé, on va lui faire répéter. Il va nous dire, il va nous expliquer ce que disent les autres. Il va expliquer par exemple au psychologue que bah, les personnes en face de lui l'accusent d'être trop petit, ou l'accusent d'être moche, ou l'accusent d'être trop grand, ou peu importe. Et en fait, le psychologue va lui faire répéter ben, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme réplique à ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme réplique pour leur montrer que bah, ça t'atteint pas. Et donc on va faire jouer la scène par l'élève pour que voilà, ça puisse fuser le jour J où il entendra l'insulte, où il entendra l'attaque. Le seul fait de pouvoir tenir tête à l'agresseur permet de commencer à désamorcer la dynamique du harcèlement moral. Voilà, donc ça c'est aussi une façon de lutter qui est importante. Qui est importante. Voilà, et donc il y a aussi le recours aux adultes dans les établissements. On sait que les enseignants, les personnels de direction, les surveillants peuvent aussi aider les victimes, surtout dans les cas où ben, les victimes sont plus capables en fait, de répondre, sont plus capables de se confronter à leur harceleur. Voilà, ben, on est déjà à 19h. Le temps passe vite. Si vous avez des questions, hein, on peut quand même les traiter. Cribona21 qui demande est-ce que le nombre d'élèves dans les établissements n'est pas un facteur favorisant. Des petites structures avec un personnel adulte suffisant qui connaît tout le monde pourrait peut-être aider. Alors le nombre d'élèves dans les établissements, ça n'a pas, à ma connaissance, été étudié. Par contre, il y a des études sur en fait l'état des établissements. En fait. Dans les établissements qui sont plus relégués, moins dotés en financement, ou qui sont dans des quartiers plus populaires, en fait, dans des quartiers qui sont moins dotés aussi, par exemple les REP ou les REP+. Dans ces cas-là, le harcèlement augmente. En fait. Les élèves se sentent plus facilement en insécurité et sont plus vulnérables aussi à être harcelés. Et
bah, les élèves harceleurs sont aussi plus nombreux. Ce qui ne veut pas du tout dire que les élèves des quartiers populaires ont plus tendance à être harceleurs, ce qui veut plutôt dire que c'est des établissements où la violence est plus banale, en tout cas, et plus répandue. Voilà, alors je voulais vous montrer aussi, voilà, ça c'est le site du ministère. Vous pouvez aller voir sur le site du ministère qui lutte contre le harcèlement. Si vous êtes victime, si vous connaissez des victimes, il existe, voilà, ici je vous le mets au 30-20, vous pouvez appeler des personnes qui pourront vous aider, qui pourront aider vos enfants, si vous êtes parents, qui pourront aider vos élèves, si vous êtes enseignant. Voilà, il y a ce numéro-là qui a été mis en place. En tout cas, on l'a vu, hein, c'est un problème très important qui ne doit pas du tout être négligé, donc qui ne doit pas être pris à la légère, qui peut finir très mal, heureusement dans de très rares cas, mais qui peut quand même finir très mal. Et il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas du coup se dire que ça passera de soi-même, mais vraiment prendre le problème très sérieusement pour éviter que ça dégénère. Et on peut anticiper en tant que parent. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Moi, j'ai des enfants et je suis content de savoir ça, parce que c'est sûr qu'ils vont être confrontés à ça. Donc, je vais aussi vouloir les éduquer déjà pour qu'ils ne soient pas harceleurs. Commencer par là, pour leur apprendre quelles conséquences ça a. Et puis aussi, voilà, leur apprendre à répondre aux attaques des autres, sans pour autant qu'il y ait une escalade de violence et que le harcèlement s'enchaîne d'un côté comme de l'autre, mais vraiment pour que les harceleurs ne trouvent pas de faille en eux et du coup voilà, qu'ils n'en soient pas victimes. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un travail très, très compliqué qui se joue à de multiples niveaux, hein, au niveau des établissements, au niveau de la socialisation des enfants, au niveau des relations entre eux, au niveau psychologique. Voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, une question qui est compliquée, mais il y a des leviers, il y a des solutions. C'est possible d'enrayer ça, d'améliorer les choses. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses ce soir. Exactement, il faut éduquer nos enfants dans les deux sens. Merci pour cette remarque sur Facebook. Ouais, c'est vrai, il faut éduquer les enfants dans les deux sens. Même si je suis conscient que ça suffira pas, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Voilà, l'heure est passée. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Merci à tous ceux qui ont participé. La semaine prochaine, je serai plus tout seul, hein. La semaine prochaine, je suis avec mon collègue Fabien, que vous connaissez si vous êtes habitué des streams, et avec l'auteur Luc de Brabander, qui est déjà venu sur le stream. On va parler de Platon et d'Aristote. Donc on a déjà fait un premier stream dessus, et on voulait creuser un petit peu de façon un peu plus interactive la semaine prochaine. Pour que vous puissiez vous tester aussi quelle est votre philosophie à vous. Est-ce que vous vous retrouvez plutôt du côté de Platon ou d'Aristote? On a vu la dernière fois que ces deux philosophes qui sont quand même très différents, qui ont une vision de la vie très différente. Et voilà, on va continuer à creuser le sillon et parler de la façon dont nous aujourd'hui en fait on a de voir la vie et dont vous aussi vous avez de voir la vie par rapport à ces deux philosophes. Parce que la philo c'est aussi intéressant pour ça, pour apprendre à avoir des principes dans la vie ou comprendre certaines choses, comment fonctionne la vie. Avec plaisir. Merci à vous d'être passé. Merci à vous d'avoir participé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc à la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un stream sur Platon et Aristote. D'ici là, passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. Salut tout le monde.